très chers téléspectateurs, nous sommes ravis de vous retrouver ce soir sur Amen TV pour vous présenter votre émission Face à Face qui reçoit pour vous aujourd'hui Monsieur Benoît qui est cadre de l'AMP. Bonsoir Monsieur Benoît. Bonsoir Monsieur Paul. Il aura comme contradicteur Monsieur Fumtoto Basanga qui est lui le président de la troisième voie. Bonsoir Monsieur Fumtoto. C'est avec ces deux invités, très chers téléspectateurs, que nous allons vous proposer les thèmes de ce soir. Il y aura des thèmes si le temps va nous permettre. Donc nous allons parler ce soir de l'accord cadre, comme vous le savez tous, cet accord qui a été signé à Addis Abeba par les différents chefs d'État, l'Union africaine et les Nations Unies. Nous allons également parler de cette consultation qui continue à se faire dans ces pays pour l'organisation de ce forum national. Nous allons essayer d'en parler également avec nos invités qui sont sur ces plateaux. Monsieur Yolama, l'accord cadre de paix, de la sécurité, de la coopération qui venait d'être signé par les 11 chefs d'État en présence de l'Union africaine et des Nations Unies à Addis Abeba. Pour vous, c'est une victoire aujourd'hui que la majorité que vous représentez ici a eu dans toute cette diplomatie active que vous avez opté ces derniers temps dans ces pays? Je pourrais vous surprendre puisque ce n'est pas le point de vue que moi je vais émettre. Je suis d'abord citoyen congolais avant d'être acteur politique. Et je pense qu'en regardant les contenus de cet accord au niveau de la sémantique et de la linguistique, il y a des termes qui sont en train de mettre en cause l'unité nationale, l'intégrité territoriale et même la souveraineté du Congo. Et vite en lisant cet accord, je me suis retrouvé comme quelqu'un qui était à la conférence de Berlin de 1885 où le Congo était considéré comme le bassin où tout le monde pouvait exercer ses activités économiques. Et un autre élément, c'est qu'on demande à l'État congolais, dans des termes trop durs, trop obligeants, lui demandant de mettre en application un certain nombre de dispositions. Comme si on voudrait faire croire, c'est ce que j'ai eu comme impression, que c'est le Congo qui entretient des milices qui attaquent le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, alors que le Congo est victime des empiètements militaires et politiques de ses voisins qui fabriquent facilement des rebelles au Congo. Et une autre question qui fâche, en dehors de l'exploitation des ressources naturelles qui pourra avoir une attention particulière par le Congo, on parlait qu'il faudrait que le Congo, qui est la cessation de toute assistance aux milices, comme si le Congo soutenait des milices contre ces États. On oublie aussi que c'est la communauté internationale qui est injuste, mais dite internationale qui est injuste, et c'est elle qui nous a déversé. Ça ne vous rassure pas l'accord? Je vous dis que c'est un accord que moi, en tant que citoyen congolais, je ne peux pas me réjouir. Et si j'étais le ministre des Affaires étrangères, je démissionnerais puisqu'il a été non seulement incapable de défendre la République, mais d'imposer aussi le point de vue puisqu'il connaît pertinemment que lorsqu'on parle des Nations Unies, on utilise les conditionnels, mais lorsqu'on parle du Congo, on oblige l'État congolais. On dit, vous devez faire ça. Donc, c'est comme un accord qu'on qualifierait un accord de congolo-congolais, alors qu'il y a des ramifications au niveau de la sous-région. Et c'est là que je suis étonné qu'on parle des SADC, qu'on parle des États de pays des États des Grands Lacs, alors que tous ces États, c'est-à-dire c'est sur le Congo qu'on déverse la malédiction, alors que le Congo connaît une situation qui n'a jamais été connue. Merci. Par ailleurs, plus de 6 millions et demi de morts, alors ça ne dit absolument rien à cette communauté dite internationale. Monsieur Fumtoto, aujourd'hui nous avons, comme vous l'avez tous suivi, il y a un accord qui a été signé par ces différents chefs d'État
en présence des Nations Unies et de l'Union africaine. C'est pour la première fois que nous assistons à cette implication d'une manière aussi directe dans une crise au Congo. Vous avez quelle impression, vous? J'ai l'impression de quelqu'un qui est malade et qui, pour être guéri, vous demande l'indulgence de répondre à vos questions à Lingala. Je serai très content. Non, l'émission est en français. Malheureusement, ma petite base là, mes chèques là, qui en réalité ne devaient pas être chèques si on avait une responsable. Ces fonctionnaires là qui souffrent, j'ai comme l'impression. C'est aussi à nous là. Oui, on va y penser. La troisième voie a réagi et a donné 11 points de contestation de ces massacres à corps. Voilà, c'est dit. La troisième voie rejette en bloc et parmi les 11 points. Dans l'introduction de cet accord, on nous dit qu'il y a des progrès. Mais moi, je ne comprends pas dans quel pays nous sommes. Quand le Siridioué Matata fait le bilan, c'est positif. Quand ils vont aux États-Unis, on l'acclame. Quand le ministre du budget fait le bilan, c'est positif. Quand le ministre du plan fait le bilan, c'est positif. Quand le porte-parole du gouvernement vient parler, c'est parfait. Mais comment expliquer que le bilan du chef de l'État est positif, du premier ministre est positif, de tous les ministères sont positifs, mais la population, la situation sociale ne change pas? Nous devons désormais palper du bout de doigt les perfections du gouvernement chez le peuple congolais, chers compatriotes. Nous sommes décédés. Le pays nous échappe. Kabila et sa bande ont vendu notre pays. Revenons à l'accord. Je suis dans l'accord. Monsieur Funtoto. Les signataires reconnaissent, je vous cite, voici l'extrait. Les signataires de cet accord, tout en reconnaissant que le Congo, notre pays, continue à subir des cycles de conflits récurrents, c'est ce que j'ai trouvé là-bas, des violences persistantes et les violences avec les conséquences les plus dévastatrices de la part des groupes armés, tant nationaux qu'étrangers. Mais il ne propose aucune sanction à l'endroit de ceux qui sont auteurs de ces actes. Et, pour ne pas citer, parce qu'ils savent que tous nous avons besoin de postes, on nous propose comme solution la réconciliation nationale. C'est comme si les Nations Unies n'ont plus de charte ou une charte qui condamne la méchanceté internationale. Quelle humiliation! Ça veut dire que nous serons dans un pays où on n'établira jamais le bilan des méfaits des gens. C'est-à-dire que nous allons continuer à tuer notre peuple et finalement se retrouver au gouvernement pour gérer les familles endeuillées par notre méchanceté. Premier point, c'est regrettable. Les Nations Unies prétendent nous aider. Mais vous êtes venus nous aider. Mais regardez un peu. Il vide le Congo de tout son fort de la souveraineté nationale. Monsieur Paul, monsieur le journaliste, monsieur Benoît, je suis d'accord avec lui parce qu'au moins dans ce point, il est honnête. Comment dans une assise internationale, c'est-à-dire régionale, on peut débattre les questions de la décentralisation d'un État souverain? Alors que je suis politologue, je n'entends pas les renoncer. La décentralisation, c'est une technique de gestion, soit du pouvoir politique en général, soit de la forme de l'État, dans un peuple. Mais parce que, vous vous rappelez, le débat que j'ai eu avec mon frère Yolam ici la fois passée, les 1-23 demandaient déjà la décentralisation, ils parlaient de la décentralisation. Qui tiennent compte des réalités sociologiques. Des réalités sociologiques. Voilà, ça apparaît. Là, vous donnez raison à M. Yolam qui avait soulevé ça à l'époque. Le problème, ce n'était pas le débat autour de la décentralisation, mais j'ai contesté plutôt les mots décentralisation sociologique. Mais aujourd'hui, vous voyez que ça apparaît comme une question internationale. Alors que la décentralisation, c'est une option levée sur le plan interne. Vous voyez, les Tutsi est là, les Yé, pas Tutsi, disons Rwandais, les Rwandais est là. Deuxième élément, on nous parlait de l'assainissement des finances publiques. Ah, mais les questions des finances publiques,
les questions de la démocratisation, les questions de l'armée, les questions de la sécurité ne peuvent pas être débattues dans une assise régionale. Et surtout, il ne s'agit pas de la sécurité régionale. Il s'agit de la sécurité de l'armée et de la police d'un État. C'est une preuve aujourd'hui que M. Kabila a amené le Congo à devenir le marécage de tous les États de la sous-région à cause de son incapacité d'organiser l'armée, la police et les services de sécurité. Mais c'est les journalistes, pire encore, ils vont dire ceci. Pour promouvoir le développement économique, y compris au sujet de l'expansion des infrastructures, et puis promouvoir la réforme structurelle des institutions de l'État. Donc on débat les questions des institutions en lieu place des Congolais. Et y compris la réforme des finances et empêcher, donc dans le point B, considérer l'autorité de l'État à l'est du pays, en particulier à l'est de la République du Congo, y compris empêchant les groupes armés à déstabiliser les pays voisins. C'est le Congo qui plaît. Son armée, sa police et ses services de sécurité sont encore incapables de protéger sa population. Mais regardez, cet accord vient de nous révéler que Kabila a des groupes armés qu'il entretient en dehors de notre armée. Parce qu'on dit... Ça sont vos non, mais lisez, y compris en empêchant les groupes armés de déstabiliser les pays voisins. La RDC... Oui, mais Mais quel groupe armé? Est-ce que dans ce cas, on appelle notre armée groupe armé? Est-ce que dans quel jargon on peut appeler l'armée d'un État groupe armé? Parce que les termes groupe armé, ce sont des rébellions. Ce sont des incultes. Vous voyez maintenant? Alors, je me pose la question, M. Confrère Benoît Ibrahim. Est-ce que le ministre des Affaires étrangères a un bureau d'études? Est-ce qu'il a des conseils scientifiques, diplomatiques, politiques, juridiques? Et s'il les a, est-ce qu'il les écoute? Est-ce qu'il les consulte? Est-ce que la présidence de la République a un bureau d'études? Et s'il en a, est-ce que les chefs de l'État écoutent ses conseillers techniques? Il y a un langage qui dit que mieux vaut un mauvais arrangement que... Non, ça c'est pas un arrangement, ça c'est un arrangement, ça c'est vider Monsieur Fumuto, le fond même de l'État congolais. Monsieur Benoît Yolama, comme vous le savez, ça fait plus de 10 ans, aujourd'hui, plus de 10 ans s'il vous plaît, qu'à l'est du pays, nous connaissons toujours cette guerre. Et que ce sont nos compatriotes qui meurent tous les jours. Vous avez même appris avant-hier les deux fractions de cette rébellion. Même aujourd'hui, pendant que nous tournons cette émission, voilà, à Kiwanja, il y a échange de coups de feu entre les groupes rwandais de Makenga et de Kunda Batouare. Voilà, je vous donne l'information maintenant là. Voilà. Alors, maintenant, mais pourquoi ne pas soutenir cet accord, quel que soit son contenu qui pose des problèmes, mais néanmoins, va quand même mettre fin à tout ce qui se passe pour l'intérêt de cette population qui est en train de mourir. Non, moi je ne crois pas que l'accord pourra mettre fin. Il y a des volets qui sont certainement peut-être, on peut voir quand même l'élimination physique de ce qu'on appelle les M23 et alliés, mais ce qui importe pour nous, c'est que nous devons nous organiser sur le plan interne. Nous devons organiser notre armée. Nous devons arriver à imposer la paix. Puisque Mouzé ne le disait pas pour le dire que la paix se gagne. La paix a un prix. Et le prix, c'est d'abord la conscientisation. Le prix, c'est la détermination. Le prix, c'est le courage pour faire face à l'ennemi. Et c'est autour de ces idéaux, de ces valeurs, que nous pouvons nous arriver à changer la donne sur le plan politique, que ce soit local ou international. Là où je ne suis pas d'accord avec mon co-débatteur M. Bassanga, lorsque je disais qu'il y avait une demande formulée déjà par le Banyarwanda, je continue à utiliser cette expression qui a été déjà récupérée par le président ougandais. Il cherchait une décentralisation qui tienne compte des réalités sociologiques. Il avait discuté, il avait douté, il avait émis tout ce point de vue. Et récemment, il reconnaît que je l'avais déjà dit, pratiquement plus de 5 ou 6 mois juste après, le mois de décembre, si je ne me trompe pas, donc 4 ou 3 mois après, j'ai totalement raison. C'est autour de cela, autour des minéraux et du territoire qu'il y a la guerre. C'est simplement cela. Les Banyarwandais estiment qu'on doit leur donner Rutshuru et Goma. C'est là la décentralisation sociologique qui doit tenir compte de cette réalité sociologique. Mais dans la sociologie congolaise, les Banyarwandais n'existent pas. Ils n'ont ni terre ni territoire.
Et donc, je ne vois pas comment on peut accepter qu'on puisse les intégrer. Un autre élément qu'on a soulevé dans cet accord, on parlait par exemple, après le partage des ressources naturelles, il y a un autre volet qui dit l'État congolais mettra. Le problème de l'intégration, M. Benoît Yolama, vous ne pensez pas que c'est un problème déjà révolu, hein? Ailleurs, l'intégration d'une certaine population ne pose pas assez de problèmes. Pourquoi ici, chez nous, ça peut poser assez de... C'est puisqu'il y a une instrumentalisation. Je prendrai des exemples occidentaux. Il y a un millionnaire français qui voulait s'exiler en Belgique. Oui. Les Belges ont dit, malgré votre fortune, vous devez d'abord nous démontrer votre volonté d'intégrer. Il n'aimait pas. Et les Belges ont donné des conditions. Vous pouvez venir avec votre fortune, mais vous devez nous démontrer que vous aimez réellement le peuple belge. Il y a une obligation. Et lorsque les législateurs belges vite votent une loi dans ce sens-là, l'acteur français, millionnaire, multimillionnaire, est parti en Russie, là où on l'a proposé facilement le passeport. Et là, il est là et il s'intègre conformément aux lois de ce pays-là. Mais ici, on vous dit, changez votre constitution, acceptez que les Rwandais deviennent des Congolais. Et c'est ce qui a été même exprimé dans la lettre de M. Kagame adressée au secrétaire général des Nations Unies le 16 janvier de cette année. Et il met 3 conditions. Et parmi les 3 conditions, il y a une qui apparaît. Il dit d'abord qu'il faut accorder la citoyenneté au Banyarwanda. Il n'utilise plus Banyamulenge, il n'utilise plus les rwandophones, puisque nous avions déjà utilisé l'ancienne appellation qui est les Banyarwanda ou les Kinyarwandophones par rapport à la linguistique. Il revient sur l'appellation des exilés économiques qui avaient traversé la frontière pour chercher de quoi nourrir leur bétail. Et il revient à ça. Et c'est la première condition qu'il pose, puisqu'il a émis 3 conditions. Et la deuxième condition qu'émet le président ougandais dit qu'il faut cesser toute haine médiatique. Je ne sais pas dans quel média où on a créé la haine ethnique et comme ça s'est passé au Rwanda. Et la dernière condition, il dit on ne peut plus